Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans T'es dans le match, saison 1, épisode 29. Comme chaque lundi, une demi-heure pour débattre ensemble de l'actualité du Stade Brestois 29 avec cette semaine en plateau nos journalistes du Télégramme, Hugo Laborde et Maël Moisan. Bonsoir messieurs. Salut Ludo. Et puis les plus fidèles de nos téléspectateurs le reconnaîtront, j'en suis sûr, notre abonné du jour, Franck Vourch. Salut Francky. Salut à tous, merci de me recevoir. Comment ça va? Très bien. Super. 3e participation. C'est ça, voilà. Avec le sourire, comme toujours. À fond. Encore plus après cette belle victoire de samedi face à Monaco. Messieurs, il reste 6 journées avant la fin de la saison. Ça s'annonce passionnant. Ouais, c'est cool. C'est cool que ça continue comme ça. On se posait la question il y a 4 matchs là, de savoir si Brest pouvait tenir le rythme et que ça pouvait monter comme ça. Et non, c'est cool. Là, ils viennent de prendre 10 points sur 12. Et avec le soleil en plus, samedi soir, c'est bien. Il y a le soleil sur Brest, c'est cool. Super ambiance samedi. Magnifique, magnifique. Vraiment, quand on est sorti de Le Blé dans cette ambiance à limite incandescente après le deuxième but, c'était génial. Moi, je me suis dit, on a tapé les dauphins et on a joué comme des requins en fait, voilà, avec beaucoup d'agressivité. Et on a retrouvé un Stade Brestois qu'on aime. Je l'ai préparé celle-là, non? Un petit peu. Ah ouais. Il est fort. Est-ce la victoire d'un collectif sur les individualités monégasques? Vas-y Hugo, à l'attaque. Ouais, pour le coup, c'était assez flagrant, surtout sur la deuxième mi-temps, où vraiment on a senti un collectif, vraiment comme la fin de saison dernière, où ils ont été chercher cette qualification historique en Ligue des Champions. Là, on a vu qu'ils lâchaient rien, en fait, du début jusqu'à la fin, sur tous les duels. C'était vraiment impressionnant, et on sentait aussi le public, Franck, tu diras sûrement après, mais qui ont poussé jusqu'au bout, qui croyaient... face à Monaco, deuxième de Ligue 1, quand même, c'est assez solide. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur en fait de ces, puis tout le monde... de ces équipes. En fait, on fait plus de complexes d'infériorité et puis on y va jusqu'au bout. Mais ils sont bons ces équipes-là. Après, ils n'ont pas toujours pris beaucoup de points, mais on le disait la semaine dernière. À part Paris, et encore ils ne sont pas surclassés sur le match retour, mais il y a le 5-2, mais ils ne sont pas surclassés. Mais et l'OM en tout début de saison, il n'y a pas eu de match où ils ont été surclassés contre les gros. Même Strasbourg, on voit où ils sont aujourd'hui, ils leur prennent 4 points quand même. Non, et c'est la première fois qu'on tape aussi pour moi un gros qui n'est pas en crise. Parce que je me rappelle des victoires contre Lyon, mais c'était un Lyon souffrance sur cette saison, la saison dernière. Marseille, on n'en parle pas, c'était très difficile. Là, Monaco était en pleine bourre quand même. Et on les tape proprement. Et moi, j'ai 2 mots qui me viennent dans la tête, c'est solidité, parce qu'on a retrouvé un bloc équipe très très compact et une défense très solide. Et solidarité, moi je pense au sauvetage d'Aïdara, je pense au sauvetage de Brendan. Solidarité, c'est un mot qui me parle, et un groupe vraiment, et on l'a vu dans la victoire d'ailleurs, ils étaient bras dessus, bras dessous. Et ouais, ça c'est puissant ça. Et puis on a retrouvé ce qu'ils ont fait l'année dernière. En fait, c'est ce que tu disais au départ, Hugo. On a retrouvé ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est-à-dire ce qui les a portés, ce qui leur a fait faire des résultats aussi assez exceptionnels. Mais il y a ça, cet esprit d'équipe en fait. C'est exactement ça qu'on a senti. C'est pour ça que pour répondre à la question du débat, il y a vraiment une équipe. Alors qu'on sentait quand il fait rentrer Ben Seguir à la mi-temps à Monaco, il remplace Minamino, il fait rentrer Ben Seguir. Enfin, il fait rentrer, il a des cartouches sur le banc. Comment il s'appelle? Il avait aussi Balogun qui revenait. Golovin. Enfin, c'est pas n'importe qui. Et au final, Brest, on a vu des joueurs qui jouaient un peu leur partition à Monaco, les solistes. Là, le Ben Seguir, il a un gros toucher de balle, à Cliouche pareil. Enfin, c'est vraiment un super toucher de balle. Il n'y a pas ça à Brest en fait. Même si Del Castillo par moment a un petit toucher sympa, c'est quand même des sacrés joueurs. Et pour autant, Brest, on n'a pas senti inquiété quoi. Et les mecs, ils ont été vraiment au-dessus quoi. Non, il y a surtout des phases de jeu où ils jouaient en triangle. J'ai souvenir d'une action entre Lala, Ndiaye, Lesmelou. Fin de match à côté. C'était assez impressionnant. Techniquement, ils ont quand même aussi des choses à revendre quoi. Franck, tu parlais de solidité, on va l'entendre avec Éric Roy après la rencontre. On a fait vraiment une première mi-temps très très aboutie, je crois. Je crois qu'ils ont tiré une fois en première mi-temps. Et c'est vrai qu'après en deuxième mi-temps, ils nous ont mis en difficulté. Mais bon, ce que je retiens, c'est la résilience encore de mon équipe, l'état d'esprit, d'y avoir toujours cru, même quand c'était difficile, d'avoir su faire le dos rond, d'être... voilà, d'avoir montré encore toutes ses qualités, donc c'est vraiment que à l'arrivée, je pense que oui, sincèrement, peut-être que on aurait pu faire ce match nul parce que chaque équipe a eu sa mi-temps, mais je pense que par rapport à ce qu'on a démontré, par rapport à tout ça, je pense que quelque part de marquer ce deuxième but, je pense qu'on le mérite quoi. C'est vrai que cette équipe, elle a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout avec des choix forts de la part d'Éric Roy, en faisant rentrer des joueurs offensifs, notamment Hugo, en fin de rencontre. On n'a pas cherché à bétonner, à tenir ce match nul.
Ouais, c'est un petit peu ce que dit Roy après aussi en conférence de presse, qui disait que vraiment il fallait aller chercher quelque chose, que c'est pas dans leur ADN que de rester au match nul et d'aller chercher la victoire, quoi. Au-delà de l'ADN, qu'est-ce que tu as espéré d'un point en fait? Un point, ça ne fait pas avancer. Au final, t'as plus rien à craindre derrière. Tu presque adieu à l'Europe si tu fais un point. Il vaut mieux le perdre ce match-là. En extrapolant. J'ai envie de parler d'état d'esprit, de mindset, comme on dit en anglais, les Américains. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on s'est conditionné aussi déjà. On avait envie de jouer ce match, on était positif, on avait envie d'aller le chercher. Et quand je dis on, j'intègre le public. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe. Et tu marques à la 94e sur un but peut-être qui peut paraître chanceux, mais ta chance, tu la provoques en fait. Et récemment, on est passé par une période où c'était un peu tout l'inverse. On n'avait pas envie de jouer Paris, on n'y croyait pas trop. Contre Dunkerque, même le stade, même l'ambiance, c'était pas ça. Et là, on a retrouvé quelque chose vraiment. Il y a un truc qui est important. Moi, je trouve que c'était la meilleure pub pour les anciens multiplex, tu sais, du samedi soir. Oui. Parce que là, c'était pas un multiplex, mais jouer ce match-là à 19h un samedi soir, enfin, en tout cas le samedi soir, avec il faisait jour. C'était top parce que tu aurais joué ce match-là à 15h un dimanche. Je dis pas que c'est pas le même résultat, mais c'était pas tout à fait pareil. Je trouve qu'il y avait aussi cette ambiance, cette ferveur du début de soirée. Tu vois, une forme d'appétence dès le départ. Voilà, la première bière au piano qui était sympa, et puis on a fini au 4 novembre, c'est autre chose. Mais... Et alors, Brest qui doit en partie sa victoire à Mady Camara, à nouveau buteur en fin de rencontre, comme à Toulouse. Leurs gardiens, ils n'auront pas été aidés cette saison quand même. C'est là que tu vois l'importance d'un gardien à ce niveau-là. Quelque temps que c'est la crise à Monaco sur le poste. Ils n'arrivent pas à en installer un seul. Donc, bon, c'était juste la parenthèse que on s'en fout de Monaco finalement, mais ça nous a bien aidé sur ce match-là. Et on va tout de suite écouter Mady Camara nous raconter son but. Ouais, franchement, c'était une top après-midi. On a vu le stade, il était en feu, ça nous a vachement aidé. Et, ouais, un peu comme l'année dernière avec ce genre de scénario un peu fou, donc c'était super. Pierre, il met un ballon, il est un peu haut, faudra lui dire. Et moi, il me dit laisse. Et je me dis non, je voulais la prendre pour moi. Et il fait un super appel qui m'ouvre de l'espace et je me dis allez, faut la tenter, j'ai un peu de réussite et ça va au fond, je suis content. Franchement, c'était une émotion un peu comme j'avais ressenti à Toulouse l'année dernière, marqué comme ça dans les arrêts de jeu, c'était super, surtout avec l'état d'esprit qu'on avait montré tout au long du match. C'était du bonheur. Francky, tu l'as dit tout à l'heure, il flottait un parfum très spécial samedi soir à Le Blé. Ça ressemblait à quoi? Peut-être un match de Ligue des Champions, même enfin à domicile, ou des matchs de la saison passée Déjà, ça ressemblait à un match de Ligue des Champions de par le niveau sur la pelouse. Moi, je vais faire une parenthèse là-dessus, mais c'était du très très haut niveau en termes de football. Une bonne pub pour la Ligue 1 quand même, qui est souvent critiquée à tort. Et déjà, au niveau footballistique, moi, je me suis régalé. Un garçon comme Camara aussi à Monaco, etc. Et après, niveau d'ambiance, ça refait penser à ce qu'on a vécu au Roudourou récemment. Bien évidemment. T'es gentil sur la Ligue 1. Des fois, moi j'en vois des purges et au niveau de la Ligue 1, c'est pas terrible. J'ai un club moi qui fait pas mal de purges aussi cette saison. Mais en attendant, non, là c'était un vrai match de haut de tableau Ligue 1. T'aurais dit que c'était le 4e contre le 5e ou en l'occurrence le 2e contre le 3e, 4e. C'était de ce niveau-là, quoi. Enfin, c'était vraiment top. Et les joueurs nous ont dit d'ailleurs après le match que Eric Roy, dans le discours d'avant-match, il avait appuyé sur le fait que c'était un match type Ligue des Champions, qu'ils allaient enfin jouer à domicile. Et il l'a dit en suivant en conférence de presse. Dernière chose avant de passer au débat suivant, on sent que l'allègement du calendrier fait du bien également. On a trouvé des joueurs, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé des joueurs bien plus en rythme, notamment le milieu de terrain pour lequel récemment on disait qu'ils étaient un petit peu dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais il y a à la fois l'allègement, je pense, du calendrier, et puis tu te sublimes dans ce genre de match. En fait, c'est presque inconscient, c'est conscient, inconscient. L'enjeu, tu as un adversaire sur lequel tu veux te montrer. Il ne faut pas oublier qu'on arrive dans la dernière ligne droite, donc il y a à la fois l'Europe à aller chercher, mais il y a aussi le fait de se montrer pour certains. Fraîcheur physique et mentale, on sortait de la trêve internationale aussi. Enfin, il y avait Toulouse avant, mais voilà, on était quand même très, très frais, quoi. Et parmi les nombreux points de satisfaction à ressortir de ce match face à Monaco, il y a notamment la performance de la charnière centrale. On en parle dans notre second débat du jour. Les deux défenseurs centraux, Brendan Chardonnay et Abdoulaye Ndiaye, qui se sont montrés très solides face à Monaco samedi soir. La question que je vous pose est donc la suivante. Faut-il installer cette charnière centrale jusqu'à la fin de la saison? Hugo, tiens. Pour le coup, c'est la charnière qui a joué le plus en Ligue 1, qui a été alignée d'entrée le plus souvent, 10 fois. Et c'est celle qui a ramené le plus de points. Donc, en plus, avec la prestation vraiment très très solide des deux défenseurs, ils ont tout arrêté, quoi. Franchement, au duel avec Biret, avec Mbolo, après avec Balogun, c'était vraiment solide. Ils sont complémentaires, c'est pas mal. Et puis le gaucher, le droitier, je trouve que ça colle bien. Moi, je pense qu'à la place d'Eric Roy, il va les remettre prochain match.
parce que la performance fait que tu peux pas sortir cette charnière. Koulibaly est toujours blessé, et ne reviendra pas a priori. Pour l'instant, on l'a vu dans les travées de Leblé, mais toujours pas l'entraînement. On l'a toujours pas vu. Il y a le Cardinal. Moi, je pense que sur la durée, par contre, il va pas forcément finir. Enfin, je sais pas, c'est Eric Roy qui fera ses choix. Mais dans la logique de préparation d'une saison suivante, on ne sait pas si Eric Roy sera là. Mais en attendant, les deux qui sont sur contrat la saison prochaine, c'est Chardonnay et le Cardinal. Donc, dans une logique de préparation de saison suivante, tout dépend du coach qui sera à sa tête. Et Ndiaye est prêt avec option d'achat. Est-ce que Brest a 8 millions d'euros? On en parler plus tard, mais 8 millions d'euros, ça serait le plus gros transfert de l'histoire du Stade brestois. Est-ce que vous voyez le Stade brestois mettre 8 millions sur un défenseur central? S'il reproduit la performance qu'il a faite samedi, moi j'ai trouvé le meilleur joueur de l'équipe pour moi, en tous les cas. Qui arrive à faire baisser vachement le tarif comme ils ont fait pour moi, je trouve quand même de plus en plus pertinent ce garçon dans ses interventions. À 8 millions, c'est cher, 8 millions, on ne peut pas y aller, parce que 8 millions, je ne sais même pas si c'est l'enveloppe qu'ils auront cet été. Donc si tu peux pas mettre 8 millions sur un défenseur central et à côté tu sais pas du tout comment tu recomposes, parce que s'ils vendent un joueur, on parle beaucoup de Mady Camara, mais s'ils vendent un joueur, ce sera pour compenser encore une fois ce qui se passe depuis un an là au niveau des droits télé, ce sera pour compenser ça, ce sera pas pour réinvestir. Moi je pas autant, non. Et même si la cote elle est un peu plus basse que 9 millions de Ndiaye, mais ils mettront jamais ce prix-là. Je suis assez d'accord avec toi. Ne lâchera pas moins quoi. C'était gros en fait. Compliqué. City Group. Alors, quant à Brendan Chardonnay, il était annoncé remplaçant sur la feuille de match et il était finalement bien présent au coup d'envoi. On va le voir en image. Alors, petite inversion, parce que Ndiaye évolue bien à gauche de cette défense centrale et non à droite. Brendan qui était de retour, donc plutôt que prévu. Pour revenir sur Brendan, franchement, revenir à ce niveau-là après 4 semaines d'absence, un pneumothorax, pneumothorax, un peu dur à dire, et des côtes cassées, franchement, c'est solide, quoi. Et puis souligner effectivement la qualité de l'attaque en face, encore une fois, Biretz, Balogun qui est rentré. C'est pas les Mbolo, c'est quand même une attaque de haut niveau, quand même. Une attaque à deux. Ils ont été super bien gérés. Attaque de points, j'étais impressionné par le gabarit notamment d'Embolo. Enfin, c'est quand même c'est du haut niveau. C'est du haut niveau, comme sans faire injure, c'est pas l'attaque de Saint-Frégoin ou du Pilet Rouge, quoi. C'est clair. Sans faire injure. Ouais, sans faire injure, bien évidemment. Mais du coup, il y a quand même un truc, c'est que c'est toujours le rapport de force qui fait que tu sais jamais si c'est en l'occurrence, on parle de la défense contre l'attaque, si c'est la défense qui était en attaque ou l'attaque est moins bien. Parce que Biret, moi je l'ai vu sur certains matchs où je trouvais que vraiment c'était au-dessus, c'était vraiment le buteur qui zonait, qui était en renard des surfaces. Là, il n'a pas été. Il était bien, mais bien sans plus. Aussi, hein. Vraiment bien muselé. Il était très bien muselé. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Et c'est dire aussi de l'ambition de Brest, parce que souvent, les deux centraux, ils étaient en 1 contre 1 avec les deux attaquants de Monaco. C'était vraiment un risque, pour le coup. Gaucher, droitier, Ndiaye qui apporte beaucoup de vitesse aussi par rapport à Brendan. Un jeune. Un petit point faible, ça ne serait pas ses relances. On a un petit peu peur des fois. Il en a fait 3-4 hier, un peu compliqué. Après, tu sens qu'il y a un manque de maîtrise dans la relance. C'est un joueur qui ne connaissait pas la Ligue 1 avant cette saison. Et une marge de progression énorme. Ce que j'adore dans cette charnière aussi, c'est que c'est des guerriers, des combattants. On se souvient d'Ndiaye contre PSV Eindhoven qui joue blessé, la Brendan qui revient. Enfin, c'est des rocs, les deux. C'est depuis d'ailleurs, c'est ce que Eric Roy le disait en conférence de presse également, qu'il a franchi un palier. Ça, à Brest, on aime ça. Non, c'est bien. Non, c'était bien. Et je pense qu'il va, effectivement, pour répondre à la question, il va la reconduire au moins sur le prochain match. On sait que c'est Saint-Étienne, c'est ça? Saint-Étienne, oui. Mais par contre, après, il faut voir sur la durée, parce que je sais pas combien de. Donc le Cardinal était forfait de dernière minute. Voir s'il revient. Il y a quand même une logique aussi à ce qu'il ait fait des choses bien. Il a fait des choses bien aussi, Julien Cardinal. Donc, il va revenir, c'était juste des vomissements. Il l'a dit après le match que. C'est pour ça que. Gastro, je pense. Ça, c'est toujours pareil, une équipe qui gagne. Tu l'évoquais tout à l'heure, mais la défense centrale, elle va être en chantier finalement cet été, parce qu'on se doute que Koulibaly va retourner de son prix à Dortmund. Est-ce qu'on est prêt à mettre 8 millions d'euros sur Ndiaye? Pas sûr. Donc du coup, en fait, on est déjà en train de préparer la saison prochaine. Enfin, si on pense à la saison prochaine, tu l'as dit, c'est le gars. Certes, 8 millions, c'est une grosse somme, mais c'est un peu tôt pour dire. Il a que 22 ans quand même. Donc, c'est Brest. C'est Brest. T'es Brest et ils ne pourront pas se permettre ça. On fait des transferts à 2,5 millions, 3 millions Maxi. Donc, ils ont fait 4 jusqu'à 4. Le delta est important. Et puis surtout, encore une fois, c'est le contexte. Même si Brest a pu épargner, entre guillemets, avec la Ligue des Champions, avec la vente de Brassier qui va arriver aussi, qui avait été décalé, il y a de l'argent qui rentre, mais c'est vraiment, ça va compenser. Regardez ce qu'a vendu Lens cet hiver, parce qu'il y a des clubs qui sont vraiment sur la sellette financièrement. Brest, vous connaissez la direction, vous savez comment c'est. On sait comment ça bosse. Donc de toute façon, ils ne donneront pas un sou qu'ils n'ont pas. Donc moi, j'ai du mal à croire que même à 4 ou à 5, ils iraient à 100%, donc à 8, encore moins, à 8 ou 9...
sais même pas si j'ai entendu ta réponse à la question finalement, Francky. Maël nous dit, on pense à la saison prochaine, mais la fin de saison, elle va nous obliger à avoir des résultats. Enfin, ça va avoir des résultats. Donc, est-ce qu'on installe cette charnière? Moi, c'est ce que je voudrais plus voir, hein, parce que je crois vraiment en Ndiaye depuis le départ. Il avait fait un match catastrophique, je me rappelle, à Montpellier, mais il est vraiment monté en puissance, et la complémentarité avec Brendan, moi, j'ai envie de les revoir régulièrement. Ouais. Hugo. Moi, c'est juste une interrogation sur la relance. Il y a des matchs où je pense qu'ils vont avoir un peu plus le ballon que contre Monaco. Il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même assez couru hier. Et donc, le Cardinal, c'est quand même un bon relanceur. Il faudra voir selon l'adversaire contre qui tu joues, quoi. La complémentarité, c'est pas mal quand même. Chardonnay, c'est un gaucher, un droitier, un qui est plus rapide que l'autre. Chardonnay qui observe plus, qui se place bien. Là où Ndiaye, il va au contact, quoi. Je sais pas. Écoutez, on suivra ça lors des prochaines journées. En attendant, il reste 6 journées, je disais, à disputer avec une sacrée bataille qui s'annonce donc pour la course aux places européennes. C'est le thème de notre dernier débat. Avec cette question, Brest est-il dans une position idéale à l'heure d'entamer le sprint final? Cette position, on va le voir, c'est celle du chasseur. Merci à Maxime, puisque derrière le Paris, Saint-Germain officiellement sacré champion de France ce week-end, le suspense reste entier dans la course aux places européennes, avec seulement 5 points qui séparent l'OM, 2e du LOSC, 7e. Brest, 8e, on le voit avec 43 points et légèrement distancé. Lens est à 1 point de Brest. Au mieux, je dis bien au mieux, vous espérez et vous voyez quel avenir pour le Stade Brestois sur cette fin de saison? Moi, personnellement, j'ai souvent écouté Maël sur le sujet, qui ne croyait pas qu'il y avait un club au-dessus qui pouvait tomber. Moi, j'en vois un. C'est Nice, qui a fait l'exploit d'être battu par le FC Nantes, quand même. Qui peut avoir très grand club, en de France. Et Nice, pour moi, ça va très mal. On va les jouer en plus sur le dernier match. Moi, je rêve d'une finale, finalement, à Nice, où tous les Brestois vont là-bas. Une finale. Pour là, quoi. Il faudrait qu'il y ait moins de. 2 points d'écart maximum, parce qu'ils ont un goal average très supérieur au nôtre. Et toutes les équipes de devant ont un goal average. Ce que je veux dire, c'est Nice a une dynamique qui est très mauvaise. Tu les vois chercher qui alors? Tu les vois chercher quoi? Qui au mieux? 7e place au mieux. 7e? Ouais, moi je vois là-dessus. Je vois pas craquer au-dessus, par contre, les Strasbourg, les Lyon. Et du coup, par contre, si on fait l'exploit, admettons, je me projette, c'est de la fiction, hein, mais on arrive à être 7e, on va pas savoir si on est européen, parce que la Coupe de France, la finale, est une semaine après. Pour rappeler qu'on avait fait un sujet là-dessus, mais la 8e place ne sera, quoi qu'il arrive, pas qualificative, parce que même si Lyon gagne la Ligue Europa et serait qualifié pour la Ligue des Champions, c'est 7 au mieux. Donc il faut être 7. Alors 7e place au mieux pour Maël et Francky. Ça dépendra des confrontations avec les concurrents directs, je pense. Du Sud, t'es pas normand, toi, normalement? Un petit peu du Sud, Sud-Ouest. Mais ça dépendra beaucoup de ça. En vrai, 7e, c'est faisable. Plus haut, on verra. Ouais, t'auras pas tout le monde à dévisser, quoi. Ouais, non, les calendriers font que ça va être compliqué. Lille, c'est quand même très très solide, il faut le dire. Lyon, certes, joue l'Europa League, mais vraiment, moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à se rapprocher de Nice et au final, parce que Nice, c'est pas une équipe de coupe. Hein. Et ils ont perdu contre les Norvégiens d'Elfsborg et contre Saint-Brieuc, quand même. Donc, sur un match coup près. Spécialiste européen. Cette question de l'Europe, elle est évidemment revenue sur la table après la rencontre face à Monaco. Écoutez la réponse de Pierre Lesmelou. Je sais pas si on peut parler d'objectifs. Ça fait toujours porter la poisse quand on affiche des objectifs, mais tout ce qu'on sait, c'est on voulait marquer le coup et se donner une chance d'espérer, on va dire. C'est chose faite avec les victoires à Toulouse et contre Monaco. Et après, on verra. Je vais dire un truc que je déteste dire, mais on va prendre les matchs les uns après les autres. Et puis on verra bien où est-ce qu'on sera. Vous avez tous envie de dire goûter, évidemment, le public, tout le monde. Oui, bien sûr. Après, faut pas non plus s'embourgeoiser. Hein. Il faut pas non plus s'embourgeoiser, mais c'est sûr que je pense que tout le monde a pris du plaisir, que ce soit joueurs, staff, public, nos familles, tout le monde. Et c'est sûr que surtout quand on sort de matchs comme ça, on a envie d'y regoûter parce que c'était quelque part une sorte de match européen ce soir, quoi, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est toujours bien de sortir gagnant. PLM qui dit de faire attention à ne pas s'embourgeoiser. On a du mal à croire quand même qu'on le voit un petit peu sourire, qu'ils ne sont pas fixés à notre objectif. 10 points sur 12, ils viennent de prendre. On avait fait ce débat-là juste avant la série des 3 matchs qui étaient à leur niveau. On dit qu'il faut prendre un maximum de points. Ils en ont pris 7. Ils ont laissé un peu échapper quelque chose contre Reims, mais ils ont battu Angers, ils ont battu Toulouse et ils battent Monaco. 10 points sur 12, c'est top. Et ils sont vraiment... Je trouve que la dynamique fait que ce serait dommage que ça s'arrête contre Saint-Étienne, quoi.
Pour en revenir au thème du débat, est-ce que vous diriez que Brest est dans une position idéale à l'entame de ce sprint ? Alors moi je pense pas vraiment parce que pour l'instant ils sont toujours pas dans les 7 premiers, ils jouent des concurrents directs, j'ai dit tout à l'heure, mais c'est toujours un peu délicat de chasseur. Justement, vaut mieux être chasseur que chasseur. Pour moi c'est idéal parce qu'en fait t'avances basket, t'as pas de pression quoi. Ouais, t'avances tranquille. Comme dit Pierre Esmelou, je suis d'accord avec lui, c'est la pire expression qu'on entend des footballeurs, mais prendre les matchs les uns après les autres, il le dit bien. Mais c'est ça en fait. À part Strasbourg, en fait, tous les équipes de devant n'ont rien à perdre. Non, c'est ça. Tout à perdre, pardon. Tout à perdre, c'est ce que vous voulez dire. Ouais. Après, moi, je croyais que Strasbourg dévisserait. Enfin, depuis le début, je disais, Strasbourg, à un moment donné, ça peut aller chercher. Ils reçoivent Nice le prochain match. Ouais, et puis ils ont mis un gros calendrier et ils prennent des points. En tout cas, ce qui est certain, voilà, le dénouement de cette saison, finalement, on va se jouer un petit peu là pour Brest. Vont-ils réussir à être européens ? S'ils sont européens, c'est dinguissime. Par contre, il y a quand même un barrage. En 7e place, tu as un barrage pour la Ligue Europa Conférence. Oui, tout à fait, un barrage. Où Lens s'est fait piéger. Et Lens s'est fait piéger. Je trouve ça dommage parce que Brest, ce serait top, après avoir vécu la Ligue des Champions qui était impensable. Si tu joues la phase de poule, de groupe de la Ligue d'Europa Conférence, c'est top. Moi j'adorais. Moi, je trouvais que ça top. En Estonie, en Norvège. Je trouvais que ce serait top. Non, mais sans rire, je trouvais ça top pour Brest. C'est presque mieux que même la Ligue Europa. Les Balkans, c'est sympa, il paraît. Alors, le calendrier de ces 6 dernières journées, on va tout de suite le voir. Premier match dimanche à Saint-Etienne, avant-dernier du classement, suivi de la réception de Lens. Un adversaire indirect des Brestois. Viendra ensuite le difficile déplacement à Marseille, la réception de Montpellier, la Lanterne Rouge et enfin les 2 dernières rencontres face à Lille et Nice. Encore à nouveau un mot sur ce calendrier. 2 équipes du bas de classement et puis des adversaires directs. Si tu veux y croire, il faut prendre 6 points déjà contre Saint-Étienne et Montpellier pour au moins essayer d'y croire. Moi j'aurais dit 6 points contre Saint-Étienne et Brest-Lens aussi. Les 2 qui y arrivent. Parce que si tu mets tes cartes Lens, sachant qu'on a oublié de dire quand même que là maintenant au plus pas ils finissent 9e. Ils feront pas 10e. Enfin, il commence à y avoir un écart de points qui fait qu'il faudrait vraiment qu'ils dévissent. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà top. Premier match de cette série, ce sera donc dimanche à Geoffroy-Guichard. Je me tourne vers un supporter des Verts, Hugo. Saint-Etienne est-il en mesure de déranger le stade brestois? Peut-être pas rappeler le score du match aller. C'est un peu compliqué. Tu prends 4-0 à l'aller, c'est un peu compliqué. Et là, surtout le match d'hier des Verts, ils ont joué qu'une mi-temps déjà. Ils ont loupé un penalty. Ils sont vraiment au fond du saut mentalement. En fait, on a l'impression. Vous n'avez pas d'attaque non plus? Comment? Vous n'avez pas d'attaque? Cardona qui a loupé le penalty. Ouais. Non, les attaquants aussi, il y a Stassen qui va être dangereux, qui marque pas mal, mais défensivement il y a des trous quoi. Il va falloir. C'est compliqué pour les Verts, à peine remontés. C'est là qu'on se rend compte aussi que c'est très dur de se maintenir avec ce que fait Brest depuis quelques saisons. C'est énormissime. Puis rappelez-vous leur recrutement. Enfin, ils n'ont pas recruté, ils ont gardé leurs joueurs de Ligue 2 cet été. Enfin, ils avaient presque l'étiquette. Avec un match particulier pour Mady Camara qui retrouvera, je crois. C'est la première fois qu'il retourne à Geoffroy-Guichard. Voilà. Depuis son départ, il y a 3 saisons. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Un grand merci à tous les 3. Merci beaucoup. Merci. Messieurs. Quant à nous, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau T'es dans le match. Excellente semaine à toutes et à tous. Bye bye.